les gosses, avant que la tête ne devienne grosse. Sans les bosses, j'aime les gosses, avant que la vie ne les cabosse. Bonjour mes petits amis, vous êtes bien sur Radio CHU, dans votre émission La récré en pyjama. Je me retrouve avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Chantal, bonjour à tous. Alors vous allez avoir aujourd'hui 3 histoires. La première histoire est écrite par Valérie Bonenfant. Régulièrement, on raconte des histoires créées par elle. Vous allez voir, toujours très intéressant et amusant. Et le titre de cette histoire s'appelle La langue blanche. Docteur, j'ai la langue blanche, ça va mal ? Oui, je confirme, cela va pas fort. Dans votre cas, il vaudrait mieux qu'elle soit verte. Écoutez les enfants, petite précision. Ce dialogue-là de langue blanche ou de verte se passe à la montagne. Et c'est un paysage de montagne qui ne veut pas devenir blanc, qui veut rester vert. Écoutez bien. Je suis ridicule avec cette bande blanche qui me traverse les flancs au milieu de ma forêt verte. Tout ça pour accueillir quelques skieurs venus à la montagne s'oxygéner. Ok. Sauf que cette année, la neige n'est pas venue. C'est pas de ma faute à moi, la montagne, si la poudreuse n'est pas au rendez-vous. Pas assez que je me sente défigurée avec cette balafre au milieu de mes flancs. Voilà maintenant qu'on me blanchit artificiellement. De la fausse neige. En fait, elle était vraie. Sauf qu'elle n'était pas tombée du ciel. Juste de ces engins qu'on a installés au bord de la piste. Je ne vous raconte pas la première fois que j'ai vu arriver ces machines. Comme j'ai eu peur. Des canons à neige ? Ai-je entendu ? Ciel, la guerre ! Ma montagne allait accueillir une bataille. Oh non ! Je ne voulais pas être le siège de pareille horreur. Alors j'ai travaillé mes flancs pour qu'ils soient encore plus pentus et qu'ils découragent les guerriers d'arpenter mes côtés. Je craignais de voir débarquer des armées prêtes à en découdre et je frissonnais de peur. Mais là, pour le moment, seuls continuaient à fréquenter ma piste les skieurs bonnetés, emmitouflés, certes, parfois téméraires, mais inoffensifs. Il n'empêche que là, cette année, leurs canons me ridiculisaient vraiment. Cette rainure blanche qui descendait de ma montagne ressemblait à une langue blanche que je tirais à la nature environnante. Je ne voulais pas être désobligeante à son égard, je vous assure. Je pensais qu'il ne viendrait pas, eu égard au temps qui était à la chaleur. Je suis désolée, vraiment. Ce blanc au milieu de ce vert, c'est indécent. Je suis confuse. Tant pis, il faut que je fasse quelque chose. Je ne vais quand même pas me laisser gouverner par ces intrus de canon, venus là pour défier le climat. Ne t'inquiète pas, belle nature, je ne vais pas me faire complice de cette hérésie. Une neige blanche, fausse, alors que mes arbres sont tous verts fringants. J'ai une idée. Je vais colorer la neige, lui donner un aspect vert, qui sera plus neutre dans le paysage environnant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je me mets à la tâche. Je mets à contribution mes chers arbres qui n'hésitent pas à me confier une partie de leur production, généreusement. Je travaille aussi mon sol, avec mes jeunes pousses qui demandaient qu'à grandir avant d'être recouvertes par cette neige artificielle. En quelques minutes, la coulée blanche prit l'allure d'une traversée verte du meilleur effet. Les skieurs, pomponnés, anorakés n'en revinrent pas. Ils crurent skier sur de la pelouse. Mince, ils allaient chuter, lorsqu'ils n'allaient plus glisser sur cette texture particulière. Mais si, c'était de la neige, toujours, mais verte. Ça alors, on n'en revenait pas. On tâtait, on vérifiait ses planches. Oui, ça s'accrochait. Étrange. Quel était donc cet étonnant phénomène ? Serait-ce les canons à neige qui seraient détraqués ? Ceux-ci affichaient une mine innocente. Pour justifier de leur bonne foi, ils crachotèrent quelques postillons immaculés qui, dès qu'ils touchèrent le sol, prirent une teinte verte. Ciel, que leur arrivait-il ? Auraient-ils avalé une substance qui leur aurait dérangé le ventre ? Ils crachèrent encore et encore, mais ne firent qu'épaissir la couche verte qui faisait office de matelas de glisse pour les skieurs. Les canons étaient malades. Vite, chez le docteur à canon. Où ça ? En ville, à l'est, au sud, au nord, à moins que ce ne soit à l'ouest. Peu importe.
Du moment qu'ils déquerpissaient, enfin débarrassés d'eux. « Je crois que nous ne sommes pas près de les revoir, lançai-je réjoui à mes chers arbres et jeunes pousses. Ceux-ci verdirent davantage. La nature reprit bientôt ses droits, les vrais, pas ceux issus de la neige colorée. Ma montagne prit une belle teinte verte partout, y compris sur la bande qui partageait ma coiffure en deux, telle une raie au milieu. Tant pis pour les skieurs. Mais les jeunes pousses décidèrent pour certaines qu'elles seraient des arbres et qu'elles allaient grandir là, au beau milieu de l'ancienne piste aux skieurs. Ok, je suis content de retrouver une vraie allure de montagne à la coiffure d'arbres fournis, uniformément répartis. Mes skieurs, je n'allais plus les revoir. Ils allaient me manquer un peu, c'est vrai. Je m'étais habituée à eux, et je crois qu'au fond, je les aimais bien. Ne t'inquiète pas, ils vont revenir. Mais autrement. Hein ? Qui me parlait ? Serait-ce un de ces canons revenus par surprise ? Mais non, ce n'est que moi, l'oiseau qui vole de branche en branche. J'ai vu des skieurs au bonnet tombant, là-bas, sur l'autre versant d'à côté. Ils font des boucles à travers la forêt. Leurs skis semblent se défaire, mais les propulsent finalement en avant. Mais t'as vu qu'ils ne devraient pas tarder à rejoindre ta montagne, dès que la nature aura bien grandi. Que n'avait-il dit ? Mes arbres poussèrent d'un coup comme des champignons, rattrapèrent la taille de leurs congénères voisins de la piste. Voilà, ils étaient prêts. Comme par miracle, la neige tomba ce jour-là, recouvrant d'un joli manteau blanc ma nature toute belle. Ouh, ouh. Soufflèrent les arbres entre leurs branches. Mince ! Et s'ils ne venaient pas ? Mais ne serait-ce pas un pompon rouge que je vois s'agiter là-bas au loin ? Et un anorak orange juste derrière ? Chouette ! Génial ! Ils étaient de retour. Bienvenue dans ma belle montagne, les saluai-je joyeusement. Et nous revoilà pour une deuxième histoire qui s'appelle Le géant de pain d'épices. Vous allez voir, c'est une histoire fantastique, évidemment qui n'existe pas. Et c'est une recette qui tourne mal. Il était une fois dans une vieille petite maison, un vieil homme et une vieille femme qui vivaient tranquillement. Un jour, la vieille dame eut mal au ventre et fut obligée de prendre le lit. Son gentil mari, qui était handicapé et confiné sur une chaise roulante électrique super puissante, décida de lui faire une surprise. Il eut l'idée de lui préparer un gâteau, même s'il n'était pas vraiment bon cuisinier. Il façonna donc un petit bonhomme de pain d'épices et le décora de quelques pépites de chocolat et de raisins secs. Le brave homme se trompa dans la recette et mit beaucoup trop de levure dans la pâte à gâteau. Alors, la levure, c'est un ingrédient qui permet de faire gonfler la pâte et vous allez voir ce qui va se passer. Il plaça son chef-d'œuvre dans le four, sur une plaque, et attendit. Au cours de la cuisson, le bonhomme se mit à grossir, à grossir, à grossir. Tout à coup, le four explosa en 1000 morceaux, et dans un nuage de fumée apparut un géant de pain d'épices. Surpris, le vieil homme essaya d'attraper ce géant, mais il se brûla les mains, car il était encore très chaud. Le géant était très grognon, car la levure contenue dans la pâte lui avait donné très faim, et il cherchait à manger. « Je suis le géant de pain d'épices, j'ai faim, j'ai très faim, j'ai encore faim. Courez, courez, je vais vous attraper pour vous manger. » Lorsque le géant de pain d'épices aperçut le très vieux monsieur sur sa chaise roulante électrique super puissante, il se dit qu'il avait l'air succulent et il décida de le manger sur le champ. Il sauta donc sur sa victime et l'avala d'une seule bouchée. Je suis le géant de pain d'épices, j'ai faim, j'ai très faim, j'ai encore faim. Monsieur le vieux, tu étais vraiment délicieux. Monsieur le vieux, tu m'as créé et maintenant je t'ai mangé. De sa chambre, la vieille femme avait tout vu et voulut s'enfuir. En criant très fort, elle s'enfourcha la chaise roulante super rapide de son mari et se sauva à grande vitesse. Dans son affolement, elle se trompa, et au lieu de sortir par la porte qui menait à la route, elle se retrouva à l'arrière de sa maison, dans un champ en pente. La chaise roulante dégringola dans la prairie et cahotant follement. Soudain,
La roue du véhicule heurta une roche très très grosse. Le choc fut terrible. La vieille dame fut éjectée de son siège et fit un vol plané remarquable avant d'atterrir sur le dos d'une énorme vache. Meuh. Lorsqu'elle reçut la vieille femme sur son dos, la vache sursauta. Paniquée, elle s'enfuit à travers champs, poursuivie par le géant de pain d'épices. Comme elle ne faisait pas très attention où elle mettait ses pattes, elle trébucha sur un petit lapin. À nouveau, voilà la vieille femme qui s'envole et cette fois, elle atterrit sur le dos d'un gros cheval de labour. Le géant de pain d'épices ne perdit pas son temps et se tourna vers la vache qui chancelait sur ses pattes. Je suis le géant de pain d'épices, j'ai faim, j'ai très faim, j'ai encore faim. Madame la vache, cache-toi car je te chasse. Cours, cours, cours aussi vite que tu peux, te manger, moi je veux. Et le géant de pain d'épices avala la vache d'une seule bouchée. À son tour, devant ce spectacle, le cheval se mit à hennir et prit la poudre d'escampette. Malheureusement, au bout de quelques foulées de galop, le pauvre animal essoufflé trébucha et tomba sur le sol. Encore une fois, la vieille dame fit un vol plané et atterrit dans les roseaux près de la rivière. Caché dans la végétation, un renard assista à toute la scène. Comme il était intelligent, il se dissimula à la vue du géant. Il se doutait bien qu'il voudrait le manger, lui aussi. Il fallait qu'il trouve une idée pour lui échapper. Pendant ce temps, le géant de pain d'épices se tourna vers le cheval encore tout étourdi. Je suis le géant de pain d'épices. J'ai faim, j'ai très faim, j'ai encore faim. Cheval, cheval, ceci n'est pas un carnaval, car je suis un géant cannibale. Et le géant de pain d'épices l'avala d'une seule bouchée. La vieille dame, qui en avait vraiment assez de se faire poursuivre par un vulgaire géant de pain d'épices, décida d'aller se battre contre lui. La suite est facile à deviner. Tout comme le vieil homme, la vache et le cheval, le géant l'avala d'une seule bouchée. Je suis le géant de pain d'épices, j'ai faim, j'ai très faim, j'ai encore faim. Le renard, pendant ce temps-là, avait sa petite idée. Il avait inventé une stratégie pour sauver sa vie. Surgissant devant le pain d'épices, le géant, il lui assura qu'il était bien trop maigre pour lui servir de repas. Il se proposa pour le conduire dans un village voisin où il pourrait manger plusieurs délicieuses personnes. Sans se méfier car il était bien naïf, le géant de pain d'épices accepta. Rusé, le renard conduisit le géant jusqu'à un vieux pont branlant qui traversait la rivière. Comme il était léger, le renard traversa le pont vermoulu sans problème. Il encouragea son compagnon à faire la même chose. Viens me rejoindre, monsieur de pain d'épices. Sans réfléchir, le bonhomme s'engagea sur le pont branlant, ne sachant pas qu'il était aussi fragile. Il était à mi-chemin lorsque le pont s'effondra dans un bruit de tonnerre sous son poids, et il se retrouva dans la rivière. Dès qu'il toucha l'eau, le géant se sentit tout drôle. Ses jambes se ramollirent, puis ce fut le tour de son corps. Un grand trou s'ouvrit dans son ventre, et la vieille femme, le cheval de labour, la grosse vache, le vieil homme en sortirent chacun leur tour et remercièrent le renard. Bravo, renard, tu as arrêté la bagarre. Rusé renard, tu as stoppé le géant qui était vraiment méchant. Le renard aida tout le monde à regagner la rive. Mais avant que le vieil homme ait le temps de le remercier, il se sauva en courant, car il se méfiait des humains autant que des géants de pain d'épices. Le vieil homme et la vieille femme retrouvèrent leur vieille maison et ne fabriquèrent plus jamais de bonhomme de pain d'épices. Lorsqu'il pensait à lui, il ne pouvait s'empêcher de dire « Pauvre géant de pain d'épices, pour toi, nous sommes si tristes, tu étais trop grand et un peu trop méchant. Maintenant, c'est fini. » Et nous revoilà, Pierre et moi, pour la dernière histoire, qui s'appelle Théo le dauphin. Il était une fois dans le royaume de la mer un roi dauphin qui était très triste car sa fille avait disparu.
La méchante pieuvre Monstra l'avait capturée et enfermée dans une grotte sous-marine secrète. Le roi fit mettre dans tout le royaume l'affiche suivante. Le dauphin qui retrouvera ma fille pourra l'épouser. Signé le roi. Comme la princesse était très belle, plusieurs dauphins essayèrent de la délivrer. Mais on ne les revit plus jamais. Un jour, Théo, un jeune dauphin, vit l'affiche. Il décida d'aller immédiatement à la recherche de la princesse, car il en était amoureux depuis des années. Sa mère lui dit « C'est très dangereux, de nombreux dauphins ont déjà disparu. » « Mais je l'aime, maman, je veux la délivrer !» répondit Théo. Il partit donc à l'aventure et nagea, nagea. Soudain, il entendit une voix. « Au secours, au secours, au secours, délivrez-nous !» Théo se précipita vers ses cris. Il vit alors une sirène et un hippocampe géant prisonniers d'un filet de pêcheurs. Il remonta à la surface prendre de l'air. Il redescendit et déchira l'émail du filet avec son bec. « Merci de nous avoir sauvés. Je m'appelle Cheveux d'Or. Comment pourrais-je te remercier ?» interrogea la sirène. « Je ne veux rien, mais peut-être sais-tu où habite Monstra la pieuvre ?» « Je connais la grotte qui lui sert de refuge. Je vais t'y accompagner avec mon ami l'hippocampe, » répondit la sirène. Les trois amis reprirent la route et nagèrent. Tout à coup, ils entendirent le chant de douleur d'une baleine. Ils se dirigèrent vers ses plaintes et trouvèrent une baleine avec un harpon planté dans un de ses flancs. « À l'aide, je saigne, je suis blessée !» « Ne crains rien, nous allons te sauver !» rassura Théo. Le dauphin et la sirène réussirent à retirer le harpon. Cheveux d'Or, qui connaissait toutes les plantes de la mer, alla chercher des algues qui soignaient les blessures. Elle en fit un pansement à la baleine. « Je vous dois la vie, » remercia la baleine. « Je m'appelle Lucie. Que pourrais-je faire pour vous ?»« Suis-nous, on aura peut-être besoin de toi !» lui proposa Théo. Les quatre amis reprirent la route et nagèrent. Soudain, « Chut, voilà la grotte de Monstra !» chuchota-t-elle. Devant l'entrée, veillaient 3 requins marteaux et 3 requins blancs. Théo remonta alors à la surface pour respirer et prendre des forces. Après un terrible combat, il se débarrassa de tous les requins en attaquant leurs ouïes avec son bec. Ils moururent asphyxiés. L'énorme pieuvre Monstra sortit alors de son trou et se mit à agiter ses 8 tentacules. « Vous ne passerez pas, je vais tous vous tuer !» gronda-t-elle. « C'est ce que l'on va voir !» s'exclama Théo. Le courageux dauphin s'avança, mais la pieuvre lui lança un jet d'encre noire pour l'aveugler. Heureusement, Lucie, la baleine, aspira toute l'encre et la rejeta sur Monstra. Celle-ci ne savait plus où elle était. Elle s'affola, gigota, et s'en mêla les 8 tentacules. Théo en profita pour aller chercher la princesse dans la grotte. Celle-ci tomba immédiatement amoureuse de son sauveur. Nos amis et la dauphine retournèrent au palais. Théo alla voir le roi dauphin. « Majesté, je vous ramène votre fille !»« Comme promis, tu peux l'épouser !» répondit le roi. Ils se marièrent et eurent beaucoup de bébés dauphins. Quant à la pieuvre, aujourd'hui, elle essaie toujours, paraît-il, de se démêler les tentacules. Merci mes petits amis, merci Pierre. Au revoir Chantal, au revoir mes petits amis. Au revoir les petits amis.